arrêté, c'est-à-dire qu'on connaît à peine 10% des causes. Vaincre l'autisme, donc tout a commencé aussi parce que votre fils, c'est Samy qui est atteint d'autisme. Tout à fait, Samy est atteint d'autisme et il a fallu que je le découvre à l'âge de 10 ans et demi par des témoignages de parents canadiens que j'ai trouvés sur Internet. C'est ça, parce que sinon c'était juste une maladie infantile. Enfin, psychotique infantile. Psychose infantile que les psychiatres, psychanalystes posaient sur lui, plusieurs d'ailleurs, et passaient leur temps à culpabiliser ma femme, qui est la mère de l'enfant. Mais c'est intéressant ce que vous dites, au lieu d'aller vers des causes plus médicales et plus physiologiques. Oui, et surtout que ma découverte à l'époque, parce que ça a été une claque quand j'ai découvert ça, je faisais confiance à la médecine française pour moi, pour mon enfant, mais j'ai découvert en fait qu'il y avait cette culpabilité, mais qu'il y avait ce mastodonte de la psychiatrie psychanalytique qui interdisait en France toute connaissance dans le monde scientifique sur l'autisme. Et c'est pour ça qu'on a pris autant de retard en France, parce que les autres pays occidentaux n'ont jamais placé la psychanalyse au centre des causes liées à l'autisme. Nous, on a perdu 40 ans là-dedans. 40 ans, ce qui est encore bizarre, c'est que l'État n'a pas encore fait évoluer les choses, parce que la psychanalyse est rentrée. Il y a des plans autisme, il y a de l'argent, il se passe des choses. Mais je parle plutôt dans le sens de l'influence de la psychanalyse dans la santé publique. C'est ça qui est pas normal, parce que normalement, on est dans des hôpitaux, donc la médecine doit être basée sur des preuves scientifiques. Cette médecine factuelle n'existait pas. Maintenant, ça, grâce au combat de l'association et d'autres associations, ça a évolué. Ça a évolué pour que les auditeurs d'Europe 1 comprennent bien. Quand je dis que la psychanalyse était au centre, c'est-à-dire qu'on s'en prenait aux familles. On culpabilisait sans arrêt les mères. C'était à cause des mères qu'on avait des enfants autistes, à cause des mamans. Exactement. Mais ça, c'est la composition. Vous l'avez vécu. Exactement, mais là, j'ai combattu ça. Mon combat était avec la psychiatrie psychanalytique. Ça a duré dans tous les médias, sur des plans juridiques, etc., jusqu'à ce qu'on ait la mise en place du deuxième plan autisme, qui reste une référence dans l'évolution, pour qu'il y ait des recommandations de la Haute Autorité de Santé sur l'autisme et le diagnostic de l'autisme. Ça arrive après les années 2000. Bien sûr, c'est arrivé très très tard. C'est arrivé très tard. Mais sauf que maintenant, on ne parle plus de ça. Ça continue à s'exercer dans les institutions. Parce qu'il y a des influences. La psychanalyse demeure présente en France. C'est un pouvoir extrêmement puissant. Ça reste puissant. Mais vous avez réussi à diagnostiquer tout de même Samy à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans. Et malheureusement, le temps de savoir ce qu'il faut faire, il est arrivé à 14 ans pour découvrir que c'était de l'autisme, qu'il prise en charge. Il a fallu apporter ces prises en charge des États-Unis pour développer des concepts novateurs qui arriver à traiter les troubles graves de l'enfant. Et je vous assure, on a commencé à 14 ans, on a mis 6 ans pour réduire les troubles graves qui étaient liés à ce qui s'est passé par cette mauvaise prise en charge dans l'hôpital psychiatrique. Oui, parce qu'on les envoyait à l'hôpital psychiatrique, on culpabilisait la maman, on les bourrait de médicaments, et puis voilà. Absolument. Et l'enfant n'avait pas d'éducation. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui ni soigné, ni éduqué. Mamed Sajidi, vous êtes avec nous ce soir sur Europe 1, président fondateur de Vaincre l'autisme. Et donc, vous vous êtes dit, mais moi, je veux tout faire pour que mon enfant ait une scolarisation, quelle qu'elle soit. Donc, vous avez créé cette association qui s'adresse à toutes les personnes autistes, peu importe leur âge. C'est-à-dire que même si vous vous adressez aux enfants, évidemment, parce que c'est à ce moment-là qu'on le détecte, l'association Vaincre l'autisme s'adresse aussi aux adultes. Et il suffit de dire que nos enfants, même s'ils sont sans adultes, ils restent nos enfants, parce qu'on est une association de parents. Ce qu'il faut retenir, c'est que ma colère, elle est venue parce que je pouvais pas accepter que mon fils ne soit pas scolarisé et qu'il reste bête. Le combat était là parce que l'association s'appelait Léa pour Samy avant, qui était le nom de mes enfants, jusqu'en 2010. Et le combat était pour la scolarisation. Pareil, il y avait aucun enfant autiste qui était scolarisé à l'époque. Aujourd'hui, la majorité le sont. Et donc, ça reste difficile. Ça reste difficile parce que l'éducation nationale n'a pas les moyens. Et donc n'est pas formée. Elle n'est pas formée et les moyens sont donnés toujours aux sanitaires, malheureusement. Et ça, c'est un problème. Je crois que c'est du sort du Premier ministre à changer pour qu'il y ait des moyens à l'éducation, parce qu'aujourd'hui, le seul traitement, c'est un traitement éducatif et comportemental qui améliore l'état de santé des enfants. Et un traitement inclusif, c'est ça qui est important. Il l'est automatiquement, ce programme éducatif. Nous l'avons fait et la démarche que j'ai créée... Donc vous l'avez fait en 2004, donc c'était il y a 20 ans. Vous retroussez les manches et c'est aussi pour ça que vous êtes dans la France Bouche ce soir sur Europe 1.
vous fondez la Futuro School. Tout à fait. Le concept Futuro School, c'est quelque chose qui a permis d'analyser toutes les prises en charge qu'il y a dans le monde, et notamment les prises en charge comportementales qui existaient depuis 40 ans aux États-Unis. Mais sauf que nous, on les a mis, on les a évaluées selon le concept français dans le milieu ordinaire. Et c'est une innovation. Ça veut dire quoi énorme. C'est-à-dire, vous êtes allé le chercher aux États-Unis. Ça consiste en quoi, cette Futuro School? La science est un champ de la science, et l'ABA, c'est une analyse appliquée du comportement, qui est un champ de la psychologie comportementale, qui est enseigné partout dans le monde, sauf en France, pardon. Et donc ce champ-là, nous l'avons pris et nous avons adapté les programmes des enfants pour qu'ils suivent le cas par cas. Ça veut dire que ce soit quasiment du sur-mesure? C'est du sur-mesure, c'est du chirurgical en termes d'éducation. Et donc, par Futuro School, nous, on n'a pas voulu développer, on voulait montrer des concepts au gouvernement et à l'État, ce qui marche. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui marche? C'est quoi le concept? Ça veut dire que, je crois que quand vous dites que c'est du sur-mesure, c'est quasiment de la haute couture. Vous proposez 20 heures de travail par semaine, décomposées en 10 séances de 2 heures. Oui. Et ce programme-là, il est adapté au cas par cas. En fait, notre objectif, c'était de pouvoir trouver une solution commune qui répond aux besoins du cas par cas. Donc la stratégie et la technique d'éducation est la même, sauf que le programme est adapté au cas par cas et il implique à 100% les parents. Les parents ont une guidance parentale toutes les semaines. Ils décident du programme de leur enfant avec le psychologue spécialisé. Ils l'évaluent et eux-mêmes sont co-auteurs du programme et co-intervenants aussi à domicile. Qui sont les professeurs? Les professionnels sont des psychologues. Ah, donc il n'y a pas de professeur, parce que c'est pas l'école, c'est la Futuro School, mais est-ce qu'ils apprennent des choses? Ils ne font que ça. En fait, on commence déjà par leur apprendre comment apprendre. Et après, ils vont apprendre au fur et à mesure. Et donc, ils vont à l'école normale. Et dans ce travail de Futuro School, on va décortiquer le travail pour qu'il travaille one-to-one. C'est-à-dire, c'est un pour un sur quelque chose de précis pour que l'enfant soit concentré sur là où il a besoin de progresser. Et c'est évalué toutes les semaines, réadapté toutes les semaines avec 3 niveaux de supervision pour avoir toujours des programmes efficaces. Et ce résultat-là, aujourd'hui, marche. Vous avez un recul, puisque ça fait 20 ans, Mamed Sajidi, que vous avez créé cette Futuro School, donc cette école à destination des enfants autistes. Quels sont les résultats? Qu'est-ce que vous avez vu émerger? Les résultats d'aujourd'hui, c'est qu'on a 3 enfants qui sont restés 5 ans et demi, 6 ans, sont sortis définitivement de l'autisme. Je dis bien sortis de l'autisme. Vous êtes en train de dire que vous pouvez guérir de l'autisme? Moi, je parle pour la guérison de l'autisme. Le futur, il n'est pas discutable pour moi. Ça, c'est le retard, en fait, des mentalités. Il y en a plein qui disent encore qu'on peut pas guérir de l'autisme. Non, oui, mais en quoi il le dit? Il n'a aucune preuve. Ça, c'est des idéologies. Donc vous dites que c'est ce soir sur Europe 1 que c'est l'environnement, la prise en charge individuelle. En gros, c'est l'accompagnement au quotidien qui peut permettre une évolution positive. En ne connaissant que 10% des causes à peu près. Donc ça veut dire qu'on peut améliorer ça. Ce que je veux dire, c'est que notre réponse par Futuro School, on répond à n'importe quel enfant, n'importe quel adulte autiste, quel que soit son degré d'autisme et son lieu de vie. Ça, c'est des résultats qui sont obtenus avec Futuro School. Et pour le produire, comme la difficulté est tellement forte en France, nous l'avons reproduit au Maroc à Casa, et à Rabat, pardon, et on a les mêmes résultats avec le même système de prise en charge qui est adapté à des gens qui ont une culture différente, des âges différents, un degré d'autisme différent. C'est quel âge alors? Ça va actuellement, ça va de 4 ans à 33 ans. Mais ils sont pas tous ensemble au même endroit. Jamais, et on ne met jamais les enfants ensemble, on travaille jamais avec les enfants en groupe, c'est du one-to-one dans le milieu ordinaire, et c'est les enfants... Quand vous dites milieu ordinaire, ça veut dire que c'est chez eux? Chez eux, à l'école, dans le parti, tous. D'accord, donc ils peuvent être, par exemple, inscrits dans une école, et là, au sein de l'école, il y a une personne de Futuro School qui vient avec lui, qui va l'accompagner. Vous êtes en train de résoudre le problème des AVS? Il est déjà résolu depuis un moment, et les AVS, pour nous, c'est pas le concept, c'est pas le dispositif qu'il faut. On parle de métier nouveau. AVS, c'est les assistants de vie scolaire. De vie scolaire. Ça, c'est pour les personnes handicapées qui ont besoin d'une aide moteur, physique, etc. Ouais. Alors que là, on parle d'intervention. C'est des gens qui doivent être absolument spécialisés dans la gestion des troubles de comportement. C'est comme ça que l'enfant va pouvoir être concentré pour suivre les consignes de l'enseignant, etc. Et ça, c'est des choses réussies. Quand je le dis réussi, c'est réussi en France mieux qu'ailleurs dans le monde. Et ce qui est terrible, c'est que nos dirigeants doivent entendre ça et le voir. Ils vont aller voir ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, tout, mais ils ne voient pas ça. Et quand je vous le dis, vous savez aussi qu'il y a des familles seules
qui vont suivre ces mêmes programmes-là de façon très exigeante quand ils ont l'énergie et les moyens financiers. Il y a eu et qui réussissent ça. Combien, j'ai envie de dire, d'élèves, je ne sais pas, ou de patients, vous les appelez comment, les personnes que vous prenez en charge? Des élèves. Combien d'élèves en 20 ans? En 20 ans, je crois qu'on est à une trentaine qui sont passés par la structure. Pourquoi c'est si peu? En fait, le concept Future School, c'est la qualité de la prise en charge qui est prioritaire. Par exemple, là, ils doivent être 12. C'est des unités de proximité. C'est en contraire de ce que le système fait. C'est-à-dire, ils mettent 40, 50 personnes ensemble dans une institution et ça ne marche pas. Là, en fait, les enfants, ils doivent être 12. Ouais, donc il faudrait qu'il y en ait plein des Future School. Plein de petites, ils doivent être localement et légèrement, en fait, ils peuvent se monter rapidement et ils ont un moindre coût, ils sont à la moitié du coût ce que ça coûte dans un institut médico-éducatif. En fait, pourquoi il y en a pas plus en France des Future School? Parce que l'État n'a pas encore ouvert. Pas du tout, c'est un système qui est en fait un programme légiféré, comment monter les structures, comment financer ces institutions, mais qui n'a pas intégré ça. Or que Future School, on a réussi, il a fallu des batailles, des grèves de la faim, etc. Oui. Aujourd'hui, il est intégré dans le système, mais pour le multiplier, il faut qu'il y ait des décisions du gouvernement. Il y a pas mal de parents comme vous qui se sont retroussés les manches, qui se mobilisent. Clara Léger, je me tourne vers vous, des parents qui ont décidé dans l'Ouest, dans un département de l'Hérault, qui ont décidé donc de financer une école aussi pour les enfants autistes. Oui, elle a ouvert en octobre dernier. C'est une initiative d'un papa qui s'appelle Jean-Michel Perrat, qui était le père d'Achille, 8 ans, qui a réussi d'abord à faire scolariser son fils dans une école privée de son département. Le problème, c'est que ça demandait une logistique. L'école privée, ça a un coût. Donc lui, il a décidé de créer l'association Autartistes pour fonder une école spécialisée qui accueille les enfants autistes qui ne bénéficient pas donc d'une scolarité adaptée. Il a récolté des fonds et grâce à ça, il a pu ouvrir cette école avec une capacité d'accueil d'environ 60 enfants qui sont répartis en classes de 6 élèves à chaque fois selon les âges. Pour l'instant, il y a seulement les enfants entre 6 et 12 ans qui sont accueillis. Mais ça répond un peu à ce que dit Mamed Sajidi. Là, pareil, c'est des petits groupes. Des énergies. En fait, ces énergies-là existent en France. Il faut comprendre que, je vous dis, actuellement, le combat était sur la discrimination des personnes autistes sur le plan étatique institutionnel. Aujourd'hui, la France, elle est première par ce qui se passe sur le terrain. Sauf que c'est pas ce qui se décide dans la politique de santé publique. Donc, il faut vraiment que nos dirigeants prennent conscience de ce potentiel français qui est innovant, extrêmement innovant parce qu'il a cette qualité d'intervenir dans le milieu ordinaire. Il y avait Olivia Caton dans le journal d'Hélène Zélani tout à l'heure qui disait à peu près la même chose que vous. Mamed Sajidi, vous êtes le président fondateur de Vaincre l'autisme. Comment va Samy ? Très bien. Il a quel âge aujourd'hui ? Il fait 33 ans. Figurez-vous qu'aujourd'hui, je devais partir avec lui au Maroc. Ouais. Et là, il est parti tout seul parce que je devais être avec vous. On a changé de billet. Il est parti tout seul. Il est autonome. En autonomie, c'est une grande réussite pour nous. Donc, c'est une victoire pour quelqu'un qui n'a commencé à être éduqué avec des troubles graves, des comportements, je parle d'état sauvage, d'automutilation, de violence. En 6 ans, on a pu réussir un travail énorme. Maintenant, mais là, vous nous dites qu'il est dans l'avion, il est autonome. Il est parti, il est déjà arrivé. Il est parti à midi ce matin. Bah, c'est la preuve vivante que ça fonctionne. Oui, et surtout sur des cas, même quand on les prend extrêmement graves et qui n'ont pas eu de prise en charge, on peut réussir avec l'éducation à les améliorer leur état de santé et leur vie dans le milieu ordinaire. Il faut savoir quand même qu'il y a 80% des divorces dans les couples et que les mamans sont seules. Dans le cas de Samy ou d'autres, c'est exceptionnel parce que tous les parents n'ont pas cette énergie-là. Tous les parents n'ont pas cette énergie-là et qu'il faut quand même qu'on aide ces familles, surtout les mamans qui restent seules avec leurs enfants. Aujourd'hui, on a à peu près 1,3 million touchés, de personnes touchées. Il y a au moins 1 million de personnes adultes autistes. Je crois qu'il y a 10% qui sont pris en charge dans des hôpitaux psychiatriques ou des... Il faut arrêter les hôpitaux psychiatriques et les médicaments les médicaments outrance et au contraire et aller sur du cas par cas. C'est ce que vous nous dites ce soir. Vous restez autour de la table de la France Bouge, Mamed Sajidi sur Europe 1, les solutions françaises dans cette journée mondiale de l'autisme avec une solution de diagnostic précoce. Et si on détectait l'autisme chez les nouveau-nés, ça vous dit ? Bien, vous restez avec nous sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1. Les 8 batteries de patriotes dressent leurs missiles vers le ciel. À Dunkerque et dans la Marne, la colère est toujours là. On a déjà eu la jacquerie des Gilets jaunes contre la taxe carbone. Si on veut la révolution, il n'y a qu'à continuer. Aujourd'hui, mon fils est décédé. Si ces mesures avaient été prises il y a déjà longtemps, peut-être qu'il serait encore avec nous. On réduit tous les hommes à des agresseurs sexuels. Faut-il s'inquiéter pour la sécurité des Jeux Olympiques ? Cet antisémitisme qui s'attaque aux Juifs s'attaque aussi à la France. Il me met l'arme sur le ventre, il me dit tu fais le malin, je t'allume. Je m'attendais à la détester, cette femme. Et en fait, j'ai vu entrer dans la salle une personne qui était presque tout aussi victime que moi. Donc, je vous remercie de me permettre d'en parler. Europe 1.
avec vous. Alors, toujours en panne ton ordinateur? Eh oui, il faut que je m'en occupe. Je t'avais pas parlé des réparateurs Quali-Répar et du bonus réparation? Oui, c'est vrai, mais bon... Oui, c'est vrai, mais bon, y a pas à hésiter. Le bonus réparation, c'est 50 € directement déduit de ta facture, fonce. Ah mais c'est ce que je me tue à te dire depuis tout à l'heure. J'ai même déjà pris rendez-vous avec un réparateur Quali-Répar. 50 € de bonus, je veux pas passer à côté tout de même. Hein. Tu m'écoutes vraiment pas, c'est dingue. Hein. Le bonus réparation, il va mettre tout le monde d'accord. Voir informations et modalités sur label-qualirépar.fr. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Et si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1, il est 20h24, vous écoutez La France bouge, l'émission des entrepreneurs et des belles entreprises françaises. Ce soir, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, et on avance, même si on était parti avec beaucoup de retard. On en a parlé avec vous, Mohamed Sajidi, président fondateur de Vaincre l'autisme. D'ailleurs, Clara Léger, on avance même dans les supermarchés. Oui, avec les heures calmes. C'est un concept anglais qu'on a importé dans nos supermarchés français, et aujourd'hui, 77% des hypermarchés et des supermarchés proposent chaque jour, entre 2 et 4 heures de silence par jour. Donc l'idée, c'est de réduire les lumières du magasin, de couper la musique, couper les annonces sonores, et ça permet notamment aux personnes autistes de pouvoir faire leurs courses de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus calme. Mais ça aussi, ça fait du bien, ça prouve qu'on avance. Hein. Oui, on progresse. On peut pas dire qu'on ne progresse pas. Mais voilà, et on est là ce soir sur Europe 1 pour en parler. On est toujours autour de la table de La France bouge. L'autisme, ça concerne 100 000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes en France. On a tous eu une personne à un moment donné concernée ou touchée par l'autisme. C'est ce qu'a constaté aussi Antoine Fenech au micro Europe 1 de La France bouge. Écoutez. Le cousin de mon conjoint que l'on soupçonne parce que en fait ce qui est problématique dans l'autisme selon moi c'est le diagnostic. Il y a un spectre tellement large. Dans notre famille il y a un jeune garçon lycéen qui pourrait être diagnostiqué autiste. Il a c'est vrai un problème de trouver un parcours professionnel au niveau des études. Il a quand même un petit souci d'insertion auprès des autres. Je connais effectivement plusieurs personnes autistes. La plupart sont des artistes donc ils sont assez bien intégrés dans le sens où ils sont indépendants. Après, effectivement, je trouve que c'est toujours difficile. Quand j'étais plus jeune, un ami qui lui était autiste lourd, et effectivement, c'était beaucoup plus difficile. J'ai plus de nouvelles de lui, mais j'imagine que son intégration a été beaucoup plus complexe. Moi, je connais quelqu'un qui est autiste. Il est assez évident qu'ils sont confrontés à des soucis d'intégration. J'ai connu un jeune garçon qui était autiste quand j'étais au lycée. Il était plutôt bien intégré parmi les autres élèves, malgré encore le fait à l'époque qu'il y ait une certaine distance qui se soit créée entre lui et les autres élèves. Je pense du fait un peu de la différence avec laquelle il abordait le monde. J'ai l'impression quand on entend ces paroles de français, c'est qu'il y a autant de cas d'autisme. Il y en a énormément. Hein, autour de la table, je me tourne vers vous. Mohamed Sajidi, mais vous pouvez répondre aussi, hein, Sarah Churiot. Juste une chose sur le chiffre que vous avez annoncé. En fait, depuis 2013, on annonce qu'il y a une naissance sur 50, ça veut dire 2%, et l'État commence à le reconnaître maintenant. Donc ça veut dire qu'il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, et il va y en avoir encore plus au niveau des prévalences, parce que les femmes ne sont pas très bien diagnostiquées, et ça c'est lié aux critères. Les enfants ou les femmes? Les femmes. On va en parler avec Clara Léger tout à l'heure. Les femmes, justement, parce que les critères de diagnostic ne sont pas habilités pour les femmes. C'est pas les mêmes selon le genre? En fait, le diagnostic est encore clinique et il n'est pas médical. Quelle est la différence ? On n'a pas de marqueur biologique. C'est une observation des enfants et les femmes sont plus intelligentes. Elles arrivent à camoufler en fait leur comportement autistique parce qu'ils ont un QI très élevé. C'est ce qu'elle vous a dit, la ligne? Oui, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Vous allez nous en parler. Et du coup, ils sont diagnostiqués à 30, 35, 40 ans. Aujourd'hui, d'ailleurs, la présidente d'Autisme France a déclaré que la France n'a pas rattrapé son retard sur ses voisins occidentaux à propos de cette détection. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Oui, tout à fait. Moi, j'appuie ce que dit Madame Langlois. Parce que normalement, ça devrait être à 18 mois, c'est ce qu'a écrit dans le plan autisme, sauf que là, l'âge moyen est de 5-6 ans. Et encore, je suis sympa. Oui, vous êtes très sympa. Ouais, parce que ça va. Il faut reconnaître qu'il y a des diagnostics précoces. Il est quand même, elle a très très bien avancé. Mais aujourd'hui, on peut, pour les gens compétents, pour des médecins compétents, on peut diagnostiquer même vers 8 mois, vous voyez. Mais je pense que mes critères de mon enfant, ce que je connais aujourd'hui, à 8 mois, il avait déjà les critères apparents. Mais parce que vous l'avez beaucoup observé, vous. Parce que je connais mieux aujourd'hui ce qui s'est passé par rapport à d'autres. Justement, ce soir, on a trouvé sur Europe 1 ce qui pourrait être une révolution dans la détection de l'autisme. Europe 1, la France bouge.
La pépite. La pépite avec vous, Ludovic Lecointre. Vous avez cofondé Iconus, c'est ça ? Oui, tout à fait. La start-up existe depuis 6 ans. Oui. Vous avez, on va revenir un peu sur votre parcours. C'est bien de connaître qui sont les entrepreneurs autour de la table de La France Bouge. Vous avez une formation de pharmacien. Vous avez travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant près de 20 ans. Et puis vous êtes parti. Vous avez acheté une pharmacie. Oui. Ça a duré 10 ans. Bon, c'était pas le meilleur souvenir. Oui, c'était pas mon truc. Non, c'était pas votre truc. Et vous avez fait le choix d'aller travailler à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Oui, plus précisément, j'étais expert externe. Expert externe. Oui. Comment vous vient l'idée de fonder une entreprise et pourquoi dans le domaine de l'autisme ? Enfin, c'est sur les maladies, sur la détection des maladies liées à l'autisme. Alors c'est le résultat d'un parcours qui n'est pas programmé forcément comme ça au départ et de rencontres. C'est souvent des rencontres entrepreneuriales. Et en fait, il se trouvait qu'en tant qu'expert externe à la NSM, donc j'évaluais les dossiers pour faire court, les dossiers d'AMM que déposent les entreprises pharmaceutiques pour avoir leurs autorisations de mise sur le marché. Donc pour avoir l'agence du médicament. Voilà, c'est ça. Et en fait, je rencontrais un chercheur qui s'appelle Michael Tanter, qui est à l'origine de technologies innovantes dans le domaine de l'imagerie par les ultrasons depuis de nombreuses années. Et il m'avait demandé à l'époque d'évaluer un projet lié à l'administration de médicaments avec des ultrasons. Et j'ai commencé à découvrir le monde de l'innovation par ce biais-là, en travaillant avec eux. Et puis, ce projet n'a pas fonctionné pour différentes raisons. Mais j'ai découvert cette innovation académique. Mais c'est quoi cette innovation ? C'est l'objet même de Iconus ? Alors, en fait, Iconus, c'est une start-up qui exploite, si vous voulez, les résultats de la recherche académique française, en l'occurrence principalement INSERM et CNRS. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est en lien avec l'autisme pour qu'on comprenne bien tous ce que ça veut dire, comment vous faites avancer ce diagnostic de plus en plus précoce. On vous écoute et ensuite on va vous poser des petites questions. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, on vous écoute, Ludovic Lecointre, c'est à vous. Alors, Iconus, c'est une start-up qui est active depuis début 2017, qui exploite donc des technologies de l'INSERM et du CNRS, comme je viens de le dire, pour faire de l'imagerie neurofonctionnelle. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est le mot fonctionnel, c'est-à-dire que nous n'imageons pas les structures tissulaires du cerveau, il y a d'autres techniques qui font ça très très bien. Nous, on image les phénomènes dynamiques qui se passent dans le cerveau quand il travaille. Et nous sommes une start-up un petit peu particulière, j'ai l'habitude de dire une start-up PME, parce qu'en fait, nous ne vivons pas sur des levées de fonds en cascade qui s'enchaînent pour faire progresser la société. Nous vivons dès le début de la société sur notre chiffre d'affaires que nous réalisons sur un premier marché qu'on appelle le marché de la recherche fondamentale sur le cerveau. Donc nos clients sont des chercheurs en neurosciences et à ces chercheurs on leur vend un produit qui exploite ces technologies innovantes de l'INSERM et du CNRS pour faire de la recherche sur le cerveau et ça nourrit l'entreprise, ça la fait grandir et ça nous permet de financer des projets de recherche pour des applications futures cliniques dont effectivement potentiellement l'autisme, mais pas que. Aujourd'hui, c'est 35 personnes. Nous sommes basés à Paris. Nous fabriquons nos produits à Paris. Merci pour votre pitch. Merci de vous être prêté à l'exercice. Ludovic Lecointre, cofondateur d'Iconus. Donc vous, si je comprends bien, vous avez inventé une machine qui ressemble à une espèce d'ordinateur à roulette et vous vous attaquez à plusieurs maladies du cerveau. Oui. Alors, il y a plusieurs indications possibles à notre technologie, effectivement. En fait, notre technologie, qui je leur dis, qui vient de l'INSERM et du CNRS, on a des brevets pour l'utilisation de cette technologie, permet de donner 3 lectures différentes du cerveau. La première lecture, c'est l'activation des neurones, l'activité neuronale. Donc, quand dans une zone du cerveau, des neurones s'activent, ils ont besoin d'être nourris par le sang, parce que les neurones, contrairement aux muscles, n'ont pas de réserve énergétique. Donc tout de suite, le flux sanguin va augmenter dans cette petite zone précisément. Et notre technologie a cette capacité de mesurer très finement les petites variations de flux sanguin. Donc on va être capable, sur l'image du cerveau du sujet étudié, de visualiser cette zone qui avec une très très grande précision. Très grande précision, très grande rapidité d'image. Et donc, si une zone du cerveau s'active, vous êtes capable de faire clignoter cette zone en rouge. Et quel est le lien donc avec l'autisme ? Alors, c'est un autre aspect. Donc ça, c'est le premier aspect de notre technologie. On a dit qu'on
en avait 3. Le deuxième aspect, c'est une imagerie vasculaire très précise avec des agents de contraste. On peut avoir une résolution des flux sanguins de 5 micromètres. Pour une information, 5 micromètres, c'est la taille d'un globule rouge. Donc on va jusqu'au vasculaire, jusqu'au capillaire, entre 5 et 20 microns chez l'humain. Et donc on peut mesurer comme ça les flux sanguins très précisément pour les futures maladies, par exemple les maladies neurodégénératives. Elles ont une origine probablement vasculaire. Donc ça c'est le deuxième cas. Le troisième cas, on arrive à l'autisme. C'est en fait on mesure ce qu'on appelle le connectome. Dans le cerveau, il y a en permanence des zones qui se connectent entre elles, même quand on fait rien, ou qui se déconnectent. Et quand on fait des tâches, évidemment, ces phénomènes sont amplifiés. Et ces connexions entre les différentes zones du cerveau forment un pattern de connectivité qu'on appelle le connectome. Et il y a des gens, c'est pas nous qui le disons, qui pensent qu'il y a dans le cerveau un état standard, on va dire, de connectome qui sert de référence. Et à partir du moment où on pose ce principe-là, on peut poser le principe que quand il y a une pathologie ou un trouble du syndrome autistique, eh bien, il y aura un écart par rapport au pattern normal. Et notre technologie permet donc de mesurer ce connectome et donc peut-être, si la science marche en notre faveur, de diagnostiquer différentes pathologies dès la naissance ou très très proche de la naissance, dont l'autisme. Donc c'est une technologie, si on vous entend bien, Ludovic Lecointre, qui va être révolutionnaire si vous allez jusqu'au bout et si c'est vérifié. Et là, je rebondis sur ce que vous nous disiez, Mohamed Sajidi, tout à l'heure, président fondateur de Vaincre l'autisme sur Europe 1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers cette technologie, on peut aborder le diagnostic de l'autisme à travers un prisme beaucoup plus médical qu'un prisme clinique et compagnie et les parents et les générations. Exactement. Donc on est complètement éloigné de la psychanalyse. On est éloigné de la psychanalyse et puis des idéologies, surtout les idéologies, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui sur le web où les parents sont victimes. Le problème de l'autisme, c'est un dysfonctionnement neuronal. C'est clair, c'est découvert depuis longtemps. Dans les connexions des synapses, il y a des dysfonctionnements. Les synapses, c'est les circuits électriques, pour qu'on comprenne bien. Il y en a qui se connectent, il y en a qui se connectent pas. Et là, vous avez un dysfonctionnement. Le traitement de l'information, il est complètement dysfonctionné pour un enfant autiste. Vous parlez d'une bouteille, il comprend verre. Je donne un exemple qui vous paraît bête, mais c'est comme ça. Il regarde un verre, le verre, il y a de l'eau, vous parlez de l'eau, lui peut associer le mot eau au verre, mais pas au liquide qu'il y a dedans. Donc il y a une déconnexion entre les... Exactement. S'il y a des outils comme ça qui viennent détecter plus tôt, ça permet déjà d'avoir une suspicion. Par la suspicion, on va commencer un travail. Alors ça, c'est la suspicion, parce que, et là, vous utilisez le langage dans le dépistage. Sauf que la technologie de Ludovic Lecointre, qui est là ce soir sur Europe 1 avec Iconus, c'est que vous adressez aux bébés de moins de 6 mois. Oui, tout à fait. Mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est formidable. Alors, c'est extraordinaire, on ne sait pas encore si ça va être extraordinaire. Mais non, mais c'est en cours parce que là, ça démarre normalement cette année, en 2024. Vous avez 3 dispositifs qui vont être testés sur les nouveau-nés à l'hôpital Robert Debré à Paris. Oui, alors on a 3 dispositifs qui sont partis dans des études, dont un effectivement à Robert Debré, dans une étude qui va analyser des bébés, des prématurés, des grands prématurés, des bébés qui ont des différents problèmes de naissance et dont un bras autistique effectivement entre la naissance et 6 mois. Vous aurez un groupe témoin et un groupe déjà pour pouvoir comparer. Absolument, c'est une étude qui est financée par l'ANR, qui est dirigée par le docteur Valérie Biran à Robert Debré, Pierre Gressin, c'est un chercheur de l'INSERM qui est très actif sur cette étude, qui s'appelle Charlie Deméné, qui porte le projet. Donc là, elle est en phase d'acceptation administrative. Oui. Nous sommes en France, donc il y a beaucoup de paliers à franchir. Oui. Et ensuite, le protocole serait validé pour ensuite passer avant la fin de l'année, à l'échelle supérieure. Et je trouve ça extraordinaire. Vous en pensez quoi autour de la table? Juste une chose à rappeler que l'autisme, c'est postnatal ou prénatal. Donc des outils comme ça qui viennent précocement diagnostiquer. Je me rappelle que le professeur Benari avait découvert que par manque de cytocine à l'accouchement, le chlore ne s'évacue pas du cerveau du bébé. C'est une première mondiale. Il était obligé de la financer par les Américains parce que la France, on l'a pas entendu. Et il restait à découvrir quand est-ce qu'il y a un dysfonctionnement chez le fœtus. Il faut comprendre que c'est ces recherches-là qui vont emmener à faire évoluer les choses et à prévenir de la maladie. Aujourd'hui, comme on ne la considère pas comme une maladie qui porte atteinte à la santé publique, on n'agit pas pour la recherche. Donc on est dans un trouble neurologique. Exactement, c'est neurologique, mais pas que, parce que par manque de recherche, il y a des choses qui vont être physiologiques, organiques, etc. La génétique, elle n'est même plus discutable aujourd'hui. Moi, j'ai fait des recherches génétiques. Thomas Bergeron, il est connu dans le monde
et les Français, que mon fils était de nouveau, c'est un accident d'une mutation génétique dans le chromosome 11, sauf que donc les autres, ils peuvent être héréditaires chez des familles où il y a 2-3 enfants. Par contre, là, moi, j'ai des cousins aujourd'hui qui ont des enfants autistes, et j'ai ma sœur qui a une fille autiste, d'ailleurs que j'ai pris à Futura School Rabat, qui a vraiment évolué. Donc il y a quand même quelque chose de génétique qu'il faut creuser. Il y a une part de génétique qu'il faut peut-être creuser. Ludovic Lecointre, si ça avance là, je rappelle, c'est en phase de tests, en ce moment, ça démarre là, dont l'un à l'hôpital Robert Debré à Paris sur des nouveau-nés. Est-ce que vous allez conserver le même mode de financement? Parce que ça va prendre de l'ampleur. Alors, de financement de la société, vous voulez parler? Oui. Alors, effectivement. Vous cherchez pas à lever. La société a cette particularité que donc, elle est autofinancée par ses ventes. Donc, nous avons les moyens de faire des preuves de concept. C'est-à-dire, en fait, on va en clinique pour faire des recherches cliniques sur différentes pathologies, dont l'autisme. On l'amène jusqu'à la preuve de concept. À un moment de la preuve de concept, si elle est positive, évidemment, on ne sait pas à l'avance, à ce moment-là, effectivement, on fera des moyens bien supérieurs pour déployer le système sur le marché. Et là, évidemment, il faudra trouver des partenariats, il faudra changer de modèle de ce point de vue, tout à fait. Clara, à Strasbourg, une maison 100% adaptée aux autistes vient d'être inaugurée. C'est bien, il y a plein de belles initiatives en France. Racontez-nous. Cette maison s'appelle La Cordée. Elle a été imaginée par l'association Autonome Ensemble. Donc, le bâtiment se décompose en 7 appartements qui ont été spécialement conçus, occupés par des adultes autistes. Donc, on fait une petite visite du domicile, si vous voulez. Environ 40 mètres carrés. Une cuisine, un salon, une chambre. Sauf que l'espace est adapté pour le quotidien des adultes autistes. Donc, par exemple, il y a des variateurs de lumière pour les personnes photosensibles ou encore une meilleure isolation phonique. Chaque locataire a son propre espace, mais il peut aussi partager des activités pour favoriser la vie sociale. Donc, ça passe par des sorties karaoké, du bowling, du cinéma. Voilà, il y a toute une vie de communauté qui se crée. Voilà, il se passe des choses. On avance en France autour de l'autisme. On en parle ce soir sur Europe 1 à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme. Vous restez tous autour de la table de la France Bouge. On va faire une petite pause en musique avec les Rita Mitsuko et Andy sur Europe 1. Hey Andy, c'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Andy, ça fait un moment que je te suis, Andy. Hey, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez Andy, quoi. Oh, dis-moi oui. Andy, dis-moi oui. Andy, oh, shoot. Andy, dis-moi oui, chérie.
les Rita Mitsuko. Andy, excellente soirée sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Et heureusement, elle bouge cette France. Et oui, vous êtes bien sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Ce soir, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et ça avance. Heureusement, il y a des initiatives positives. Justement, Clara Léger, on a trouvé aussi un cinéma, je crois que du côté de Blois. Exactement. Dédié, il y a des séances dédiées aux personnes autistes. Exactement, génial, ça se passe à Cap Ciné. C'est l'initiative de l'association Bouger l'autisme qui a créé un partenariat donc avec ce cinéma pour que le premier dimanche de chaque mois, il y ait une séance de cinéma adaptée qui est proposée à tarif réduit. Concrètement, donc, les lumières sont tamisées. On retrouve toujours ce facteur commun. Le son baissé, des sous-titrages affichés avec une séance pour les enfants le matin et une séance pour les adultes l'après-midi. Je trouve ça formidable. Et cette histoire de lumière, c'est commun à toutes les personnes autistes. Mamed Sajidi, président fondateur de Vaincre l'autisme. Ce n'est pas commun. Enfin, ça existe. C'est une question de sensorialité. Donc, ce qu'il faut retenir juste, c'est pour ça qu'on parle de troubles du spectre autistique, c'est quasiment chaque enfant a une intensité différente de l'expression de l'autisme. Il y a des enfants qui vont avoir cette sensorialité, d'autres ils vont avoir plutôt, c'est une question d'odorat ou de visuel, d'autres c'est plutôt le sonore. Et donc faut juste, je clarifie juste une chose, quand on s'occupe des enfants précocement, tout ça on peut leur apprendre pour pouvoir le gérer. Ce qui est intéressant dans l'innovation, c'est de pouvoir apprendre à l'enfant générer pour qu'il puisse vivre avec ses problèmes sonores, etc. C'est lui qui s'autogère dans cette situation, parce que dans le milieu ordinaire, on va pas préparer le milieu. Mais justement, vous préparez, vous accompagnez grâce à Futuro School ce milieu ordinaire avec une vraie coopération des parents. Quand je vous en entends parler, les parents sont acteurs dans l'évolution de leur enfant. C'est même une obligation des parents. On a eu ce problème-là avec les autorités. J'en parle vraiment en tant que défenseur des droits des parents. Bien sûr, mais si les parents ne sont pas appliqués, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce traitement éducatif, si les parents ne sont pas appliqués, ils vont procéder autrement avec l'enfant, et donc ce que vous mettez dans un travail qualitatif ne marchera pas, parce que c'est quand vous mettez de l'eau dans le sable. Ça, c'est la difficulté de l'autisme. En fait, c'est une éducation qui doit être permanente, dans un processus à long terme, avec les professionnels parents, dans une mutualisation de compétences. Chacun a une information différente, il y a un savoir-faire différent. Le fait de réunir les informations en cible le traitement, et après l'enfant progresse, et l'autogère lui-même les difficultés qu'il rencontre. Ils sont traités toutes les semaines avec ses thérapeutes. Par exemple, les jeunes adultes, c'est lui directement qui va faire. C'est plus le parent, c'est lui qui au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il évolue. Voilà. Nous sommes toujours avec Ludovic Lecointre, le cofondateur d'Iconius. Grâce à vous, grâce à votre entreprise, on va peut-être pouvoir détecter l'autisme à la naissance. Vous êtes en train d'effectuer des tests, notamment à Paris. On espère que ça va avancer. Quand on dit que ça avance, c'est aussi grâce donc à des technologies qui permettent de mieux communiquer et pourquoi pas de s'insérer davantage. C'est l'objectif, parce que c'est vrai qu'on les accompagne, ces enfants, mais une fois adultes, que deviennent-ils ? Eh bien, on a peut-être trouvé une solution avec l'autre talent de ce soir sur Europe 1. Europe 1. Le talent de la France bouge. C'est vous, Sarah Chériot, vous êtes la fondatrice d'Auticiel. Votre entreprise a 10 ans ? Oui, c'est ça, on vient de fêter nos 10 ans. Oui. Alors, on revient un petit peu sur le parcours, comme ça on apprend à mieux vous connaître. Vous avez fait des études de lettres, de littérature, vous avez été dans une école de commerce aussi. Spécialisée dans le numérique, oui. Spécialisée dans le numérique. Pourquoi être allé vers l'autisme ? Alors, c'est des rencontres, on en parlait tout à l'heure, la sérendipité, moi je dis souvent, les rencontres, les heureux hasards. J'ai rencontré une association de parents d'enfants avec autisme il y a 10 ans, et c'est une maman qui se rendait compte que son enfant, qui n'arrivait pas à le regarder dans les yeux, arrivait très bien à utiliser son téléphone, qui était